Bonjour à tous. Lors de la séparation d'un couple avec un enfant, la garde de l'enfant va être généralement accordée à la mère. Eh bien, une excellente façon de sauver les enfants du féminisme, ce serait de faire l'inverse. C'est-à-dire que lors d'une séparation, à moins que le père démontre une inaptitude à élever un enfant, ce soit à lui d'en avoir la garde. Pour soutenir mon propos qui peut surprendre, cette vidéo va se diviser en 3 parties. En première partie, après un rapide cours d'histoire sur le couple et le mariage, nous allons juste lire des statistiques montrant les conséquences absolument catastrophiques pour un enfant d'être élevé par une mère célibataire. Alors que les conséquences pour un enfant d'être élevé par un père célibataire sont très similaires à celles d'un enfant élevé par ses 2 parents. En deuxième partie, nous allons passer à la fois par notre évolution et à la fois par la physique pour chercher à comprendre pourquoi, statistiquement, un enfant se porte bien mieux lorsqu'il est élevé par son père plutôt que lorsqu'il est élevé par sa mère, alors que cela peut sembler contre-intuitif de premier abord. Et enfin, en troisième partie, nous allons voir qu'il y a une volonté de la part d'une minorité d'ultra-riches qui s'autoproclament sauveurs de l'humanité pour financer et se servir du féminisme pour manipuler les femmes et les pousser à détruire, sans qu'elles en aient conscience, leur couple, leur famille, leurs enfants. Tout cela dans le but d'affaiblir la population le plus possible et de la rendre la plus contrôlable et la plus régulable possible. Et pour cette dernière partie, nous allons juste nous baser sur des sources que cette minorité de gens profondément philanthropes ont produit eux-mêmes. Alors petit avertissement, si vous êtes une partisane du féminisme moderne, je vous déconseille de regarder ce qui va suivre, parce que sinon, il se peut que vous ayez tellement cette sensation que tout votre monde s'écroule autour de vous, que cette vidéo pourra vous sembler absolument insupportable à regarder. Cette précision étant faite, on peut démarrer cette vidéo. C'est parti! Il y a une volonté de détruire la famille, qui est là, c'est le noyau, évidemment, de toute civilisation, c'est la famille, et on veut détruire cela. La question que je pose aussi aux gens qui nous écoutent, c'est ont-ils l'impression que les rapports entre les hommes et les femmes se sont améliorés depuis 50 ou 60 ans? Pendant des millions d'années, la notion de couple n'existait pas vraiment. La préhistoire présentait un environnement tellement hostile qu'il existait juste un groupe d'hommes et de femmes qui s'unissaient dans le but d'augmenter leurs chances de survie du mieux possible. Et puis, quelque part pendant l'Égypte antique, nous avons inventé le mariage. Et très vite après, le divorce. Alors, nous n'avons pas de date précise de quand exactement le mariage a été inventé, mais nous savons que le divorce a toujours été une pratique relativement rare. Que ce soit par conviction religieuse ou tout simplement parce qu'il a toujours été plus stratégique pour un couple de rester ensemble pour leur survie. Et puis un beau jour, vers le début des années 60, les femmes ont réclamé d'être libérées d'une oppression masculine passée, et très bizarrement, c'est aussi à partir du début des années 60 que le nombre de divorces, ainsi que les conséquences tragiques qu'il induit, a complètement explosé. Ça, c'est une belle libération, mais on va en reparler plus tard. Et ce que je veux vous amener à remarquer ici, c'est que la normalisation de la séparation chez les êtres humains est un phénomène profondément non naturel. Je sais qu'on vit à une époque où tout le long de notre vie, nous avons observé tellement de séparations dans notre entourage que cela peut nous sembler normal, mais comprenez bien que cela est normal que depuis quelques décennies. Ce n'était pas le cas pendant des millions d'années. Et cette normalisation de la séparation chez les êtres humains n'a donc pu être provoquée que par une influence non naturelle. Et comme lors d'une séparation, ce sont les mères qui ont la garde des enfants dans plus de 70% des cas, eh bien c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'autant d'enfants peuvent se retrouver à être élevés ni par leur père, ni par aucun homme présent dans la communauté dans laquelle ils se trouvent. Donc maintenant, on peut se poser la question suivante. Quelles sont les conséquences psychologiques pour un enfant d'être élevé par une mère célibataire? Chose qui n'est pas censée arriver naturellement. Eh bien, elles sont catastrophiques. Voici une étude relativement complète que je vais vous traduire vite fait en français. Les enfants qui ont grandi sans père représentent 63% des suicides chez les jeunes, 90% des sans-abri, 85% des enfants qui développent un trouble du comportement, 80% des violeurs, 71% des étudiants qui quittent l'université, 75% des adolescents qui font une cure de désintoxication, 70% des jeunes en centre de réinsertion, et enfin 85% des jeunes délinquants qui sont en prison. D'autres études de ce style ont été faites et qu'importe leur origine, on arrive toujours à des chiffres très similaires. Je vous en montre quelques-unes, appuyez sur pause si vous voulez vérifier. Le problème spécifique qui revient souvent pour un garçon d'être élevé sans son père, c'est que cela va grandement augmenter sa probabilité d'être un délinquant. Par exemple, le fait que les prisons soient toujours composées à environ 80% d'hommes ayant été élevés par une mère célibataire est une étude qui a été faite à beaucoup de reprises dans beaucoup de pays. Et ça montre à quel point un cadre masculin est important pour le développement d'un garçon. Et le gros problème, c'est qu'on vit à une époque où la majorité de la population n'en a pas du tout conscience
et où on peut facilement entendre que la masculinité est de nature toxique et qu'il faut continuer de l'irradier. Alors que quand on voit les statistiques que je viens de vous montrer, on ne peut que se rendre compte que c'est clairement se tirer une balle dans le pied de sortir un truc pareil. Ce n'est pas la masculinité qui rend un homme toxique. La masculinité est ce qui permet à un homme de se développer et de jouer son rôle de protecteur et de fournisseur de sécurité. Mon épée est vôtre. C'est le manque de masculinité chez un homme qui le rend toxique. C'est le manque de masculinité chez un homme qui peut facilement l'amener à avoir des comportements destructeurs envers les autres ou envers lui-même et qui peut donc facilement l'amener en prison. Les prisons sont remplies d'enfants qui n'ont pas eu de père. Comme avocat pénaliste, ça fait 20 ans que je plaide des affaires criminelles. Et avec mes confrères pénalistes, j'ai remarqué très souvent que les accusés qu'on défend, ce sont souvent des hommes qui n'ont pas eu de référent paternel. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu quelqu'un qui a joué le rôle de père, un grand-père, un beau-père. J'en ai discuté avec des psychiatres qui travaillent en prison et qui confirment cette réalité. C'est malheureusement la réalité de la délinquance. Et pour les jeunes filles, le problème qui revient souvent d'être élevées sans père est que pendant leur adolescence, beaucoup d'entre elles vont développer des comportements de filles faciles. Et les psychologues que j'ai pu voir parlant de ce sujet arrivent presque tous à la même conclusion, c'est que lorsqu'une fille est privée de la sécurité qu'apporte un cadre masculin, elle va désespérément et inconsciemment rechercher ce cadre masculin en se donnant trop facilement aux hommes qu'elle rencontre. Fatherlessness likewise has a direct link to teen pregnancy and sexual activity. Roughly 70% of teenage pregnancies come from women raised in a fatherless home. And these same women have significantly higher abortion rates. Alors, petit rappel, tout ce que je viens de vous montrer, ce sont des statistiques. Bien évidemment, il existe des femmes qui, parce qu'il y a eu un drame ou parce que l'homme a fui ses responsabilités de père, se sont retrouvées à devoir élever seules leurs enfants et elles s'en sont très bien sorties et bravo à ces femmes. Mais ce que je veux vous montrer là, c'est que lorsqu'un enfant est privé de son père, statistiquement, la probabilité que cet enfant ne puisse pas se développer correctement est très élevée. Et maintenant, on peut se poser la question suivante. Quelles sont les conséquences psychologiques pour un enfant d'être élevé par un père célibataire? Eh bien, la réponse va être très rapide, parce qu'un enfant qui a été élevé par un père célibataire a exactement les mêmes chances statistiques de finir en prison qu'un enfant qui a été élevé par ses deux parents. Et donc nécessairement, un enfant qui a été élevé par un père célibataire a exactement les mêmes chances statistiques de développer des comportements déviants pouvant l'amener en prison qu'un enfant qui a été élevé par ses deux parents. If a man and a wife raise a child, they're less likely to end up in jail, but they have the same chance as children raised by just their fathers. This is statistic. If somebody's watching and saying, "Oh my God, you're discounting women, you're discounting mothers," go get upset at the stats, not at me. If a man and wife raise a child, they're less likely to end up in jail, but they have the same statistical chance as children raised by just their father. So if we want to keep children, adults, out of prison, mother, father, or just father? Well, we don't want to hear just father, so let's try to keep the families intact. Et donc là, il y a une question vexante et pas très galante qu'on a le droit de se poser, qui est « De quoi est composée la masculinité qui manque à la féminité, qui permet à un enfant de se développer bien plus sainement lorsqu'il est élevé par un père célibataire plutôt que lorsqu'il est élevé par une mère célibataire ?» Et pour moi, la meilleure façon de répondre à cette question, ce n'est pas de passer intuitivement par la biologie, mais de passer contre-intuitivement par la physique. Je m'explique. La vie, ou même devrais-je dire l'univers, a une astuce pour s'optimiser, c'est de présenter une force d'agression qui crée une résistance à une énergie initiale pour pouvoir amplifier cette énergie initiale. Si cette agression est trop faible, cela n'aura aucun effet sur cette énergie initiale qui va stagner, mais si cette agression est trop forte, cette énergie initiale sera détruite. Il faut donc que cette force d'agression soit suffisamment bien dosée pour permettre l'optimisation et ainsi éviter la stagnation ou la destruction. Comme le dit très bien mon chouchou Nikola Tesla, une masse qui se montre d'abord résistante à une force, une fois mise en mouvement, contribue à accroître son énergie. C'est une règle universelle que tous les physiciens du monde entier connaissent très bien et dont les inventeurs se sont servis dans leurs inventions. Par exemple, c'est la résistance de l'air sur les ailes d'un avion qui permet à cet avion de décoller. Si cette résistance est trop faible, l'avion ne décollera pas, mais si cette résistance est trop forte, les ailes seront détruites. Et ce principe est vrai en physique, mais il est aussi vrai dans le règne animal. Les êtres vivants n'étant justement que des structures plus complexes que les structures considérées comme non vivantes. Je parle d'ailleurs de ce concept plus en détail dans cette vidéo sur Tesla. Si une espèce animale vit dans un environnement paisible, alors cette espèce est vouée à la stagnation, puisqu'elle n'a pas besoin de s'optimiser pour garantir sa sécurité.
Mais si cette même espèce animale partage son environnement avec une espèce agressive qui veut la bouffer, eh bien dans ce cas, cette espèce va devoir s'optimiser si elle veut pouvoir continuer à garantir sa sécurité. Et si l'agression provoquée par l'espèce menaçante est trop forte, alors la première espèce est vouée à l'extinction. C'est comme ça. Et ce principe est vrai en physique, il est vrai dans le règne animal, mais il est aussi vrai dans les relations humaines. Alors absolument tout le monde peut jouer le rôle de l'optimisateur ou de l'optimiser en fonction de ses qualités, ses défauts, ses croyances, ses traumatismes, etc. Mais dans un couple, la personne qui va principalement jouer le rôle de l'optimisateur, eh bien c'est la femme. Pourquoi on dit facilement que les femmes sont chiantes, que les femmes créent des problèmes là où il n'y en a pas? Eh bien c'est justement pour créer une force d'agression qui est censée être suffisamment bien dosée pour permettre aux hommes d'être optimisés. Elle va rentrer dans la phase que j'appelle la phase du soulage. C'est-à-dire qu'elle va vous saouler. Ah bah je vous cache pas que la phase 2, elle dure le temps qu'il faut. Pour faire de vous, messieurs, des hommes parfaits, des hommes doux, attentionnés, forts et fragiles à la fois, des hommes ménènes. Et dans un couple, tout le monde est gagnant dans ce processus. Cela permet à l'homme d'être optimisé, cela permet à la femme de bénéficier de l'optimisation de son homme qu'elle aura elle-même provoqué, et cela permet à leur progéniture, s'ils en ont, de se développer dans les conditions les plus optimales possibles. Et c'est exactement ce que la vie veut. Donc maintenant qu'on comprend ça, posons-nous la question, de quoi un enfant a-t-il besoin pour se développer? Alors ça, j'y réponds dans cette vidéo. C'est quelque chose qui a été compris il y a seulement quelques décennies, mais qui est accepté aujourd'hui telle une évidence. Un enfant, pour se développer, a besoin d'amour et de sécurité. Qu'on a autant besoin d'amour et de sécurité que nous avons besoin d'air pour respirer. Un bébé qui ne reçoit pas du tout d'amour meurt. Et maintenant, imaginez un enfant qui est élevé uniquement par une femme qui est certes programmée depuis des millions d'années à être capable à faire face aux forces d'agression, mais qui est aussi elle-même programmée à être une force d'agression. Eh bien dans ce cas, l'enfant ne manquera pas d'amour. Bien évidemment, ce n'est pas là où est le problème. Mais cet enfant manquera de sécurité. Alors que si un enfant est élevé uniquement par un homme qui est principalement programmé depuis des millions d'années à faire face aux forces d'agression, eh bien dans ce cas, l'enfant pourra bénéficier à la fois d'amour et de sécurité. Si sur cette balance optimale qu'est le couple, vous ne gardez que la force d'agression et vous retirez la force qui est censée y faire face, eh bien forcément, les conséquences pour l'enfant ne pourront être que statistiquement catastrophiques. Pour moi, l'explication, elle est principalement là. Mais comme c'est une explication personnelle, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Voilà. Alors, avant de passer à la troisième partie de cette vidéo, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse sur des statistiques que je trouve très parlantes, celles qui montrent les violences conjugales dans les couples homosexuels. Et on se rend compte que partout dans le monde, les couples où il y a le plus de violences conjugales sont les couples de lesbiennes, et les couples où il y a le moins de violences conjugales sont les couples d'hommes gays. Donc plus un couple est composé d'hommes, moins il y aura de violences conjugales, et plus un couple est composé de femmes, plus il y aura de violences conjugales. Et au passage, les couples de lesbiennes divorcent en moyenne 3 fois plus que les couples d'hommes gays. Donc quand on ose dire que dans un couple, les hommes sont plus violents que les femmes, ou que si les femmes divorcent autant des hommes, c'est parce que les hommes sont de mauvais maris, c'est clairement ne pas prendre en compte l'entièreté du puzzle pour comprendre la situation. On va se contenter de dire ça comme ça. Et pour moi, cette violence des femmes s'explique justement en passant par la physique comme je l'ai fait juste avant. Quand on comprend que ce sont les femmes qui, statistiquement, jouent principalement le rôle de la force d'agression, eh bien forcément, quand vous mettez deux femmes ensemble, ça va faire des étincelles. When there's only women in relationships, violence increases. If the propaganda is true that women are better communicators than men, they're better at conflict resolution, women are more compassionate and caring, if all of that is true, then why are they so violent with each other? Quand on arrête d'uniquement inclure la violence physique pour désigner la violence, mais qu'on inclut toute forme de violence pour désigner la violence, et qu'on prend en considération que la violence non physique n'est pas reportée, c'est là qu'on se rend compte que les femmes sont beaucoup plus violentes que les hommes, surtout à l'époque où on vit. Et que c'est cette violence des femmes qui génère statistiquement le plus de violences conjugales dans tout type de couple. In a no-holds-barred verbal argument, most women will mop the floor with most men. Yeah. They are more emotionally aggressive. What we've done is we've disarmed the physical aggression from men, but we haven't yet fully asked women to divest themselves of their emotional aggression or their potential for emotional aggression. Wow. And that creates a power imbalance.
Quand on comprend le rôle des hommes et des femmes en passant par la physique, quand on regarde ce type de statistiques et qu'on applique tout ça à une échelle plus globale, on peut en déduire qu'une société avec une polarité trop masculine est vouée à la stagnation, mais qu'une société avec une polarité trop féminine est vouée à la destruction. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui est en train de se passer dans l'époque décadente dans laquelle nous vivons. Mais ça, je vais y revenir juste après. On peut aussi en déduire que, statistiquement, un enfant qui a été élevé par un couple de 2 hommes s'en sortirait bien mieux qu'un enfant élevé par un couple de 2 femmes. Mais que statistiquement, un enfant élevé par un couple de 2 hommes s'en sortirait bien évidemment moins bien qu'un couple composé d'un homme et d'une femme. Voilà, fin de la parenthèse. Revenons à nos moutons. J'espère qu'on est tous d'accord pour dire que lors d'une séparation, qui je le rappelle n'est pas censée arriver naturellement, le plus important, ce n'est pas le père, ni la mère, mais l'enfant. Et bien le mieux pour cet enfant, statistiquement, suite à toutes les statistiques que je vous ai montrées, c'est que lors d'une séparation, cet enfant soit élevé par son père. Pourtant, lors d'un divorce, qui est provoqué à 75% par les femmes, ce sont quand même les femmes qui vont avoir la garde des enfants dans plus de 70% des cas, et qui vont donc être responsables du chaos dans le développement de leur enfant, tout en bénéficiant d'une pension alimentaire de leur ex-mari, et tout en faisant bien en sorte d'être perçues comme étant les victimes. Et la société accepte complètement cette situation en la trouvant normale. Ce crime contre l'humanité est tellement parfait qu'on pourrait presque croire qu'il a été fait exprès. Et si justement, eh bien c'était le cas. Pour cette troisième et dernière partie, on va devoir un peu changer de décor. Nous savons tous qu'il existe sur cette terre des personnes tellement riches que cela leur permet d'avoir un pouvoir immense qui ne va pas forcément être utilisé à bon escient. Ça, on le sait tous. Mais on ne sait pas qui exactement fait ça et comment elles le font. Et dans mon envie de creuser, j'ai été amené 2 livres que je vous recommande fortement si le sujet vous intéresse, qui sont Les Rockefeller, maîtres du jeu de Jacob Nordengar et Mémoires de David Rockefeller, écrit par David Rockefeller lui-même. Et ces 2 livres montrent comment, depuis plusieurs décennies, la famille Rockefeller se sert principalement de l'environnement, mais aussi du féminisme, ainsi que de toute autre justice sociale, pour renforcer leur pouvoir et leur richesse en manipulant les populations à s'autodétruire. Et beaucoup de compréhensions que j'ai eues et que je vais vous dévoiler me proviennent de ces 2 livres. Alors tout d'abord, qui sont les Rockefeller? Pour le faire très simple, cela commence principalement avec John D. Rockefeller, qui fut l'homme le plus riche de tous les temps. Il bâtit sa fortune en utilisant toutes les bassesses et entourloupes possibles pour ruiner toutes les raffineries concurrentes de l'époque, pour ensuite les racheter et ainsi avoir tout le monopole sur le pétrole. Et donc la plupart du temps, ces concurrents, qui finissaient par mourir de faim, au sens financier du terme, se faisaient racheter par la Standard Oil, qui prenait alors le contrôle de leur raffinerie et conservait les employés qui y travaillaient. Et ainsi, à 40 ans, Rockefeller contrôle 90% de l'industrie mondiale du raffinage. Et ce brave homme a eu des enfants, qui ont eu eux-mêmes des enfants, qui ont eu eux-mêmes des enfants, etc., etc. Et nous avons maintenant un magnifique arbre généalogique composé de plus de 200 Rockefeller, présents un peu partout dans les grandes instances, et dont la fortune et le savoir-faire est transmis de génération en génération. La famille Rockefeller est tellement malfaisante que même en ayant lu leur histoire, il est compliqué pour le cerveau humain de conceptualiser toute l'étendue de leur perversion. Et je vous mets ma main à couper que dans plusieurs décennies, les Rockefeller seront retenus dans l'histoire comme étant la famille la plus destructrice de l'histoire de l'humanité. Ils sont vraiment dans tous les coups foireux. Mais dans cette vidéo, on va uniquement se focaliser sur le féminisme. Et j'aurais pu aussi citer d'autres noms et d'autres familles, mais par simplicité, on va uniquement se focaliser sur les Rockefeller. Au début du XXe siècle, les Rockefeller étaient d'ailleurs déjà considérés comme la famille la plus nuisible des États-Unis par les médias de l'époque et par l'opinion populaire. Parce qu'en 1914 se produisit le massacre de Ludlow, qui fut la grève la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. For obvious reasons, the strike was not well received by Rockefeller. Rockefeller hired additional private security to intervene and patrol the edges of the colony in a custom armored car called the Death Special, firing randomly at tents. They charged cavalry at families, jailed miners and rounded them up into bullpens. Suite à cet incident, les Rockefeller sont devenus maîtres dans l'art de la discrétion de leurs agissements et aussi maîtres dans l'achat de plus grand nombre de médias possibles pour à la fois contrôler l'opinion publique et à la fois de distiller dans la tête des gens des idéologies qui leur permettront de tirer du profit. Et oui, quand vous êtes la famille la plus riche de l'histoire de l'humanité et que vous êtes machiavéliquement intelligent, autant en profiter.
Et parmi toutes ces idéologies qui sont présentées par les médias financés comme permettant enfin l'égalité entre des oppresseurs et des opprimés, il y en a une qui a vu le jour dès le début des années 60, c'est bien évidemment le féminisme. Mais alors pourquoi les Rockefeller, connus depuis plus d'un siècle pour leur philanthropie très sincère, investissent-ils autant de budget à permettre au féminisme de s'implanter dans nos cerveaux? Mais qu'est-ce qui pourrait bien expliquer une telle générosité? Ou plutôt devrais-je dire, mais qu'est-ce qui pourrait bien permettre un tel retour sur l'investissement? Rockefeller family is now in its 7th generation, still together as a family, still preserving their wealth. What's the secret to being such a successful family? Well, I would say that it is incredibly important to be close as a family and to work hard and to budget wisely. Imaginez une famille heureuse et indépendante d'un État. C'est génial. Mais le problème, c'est que cet État ne peut pas se servir dans les poches de cette famille, puisqu'elle est indépendante. Donc pour que cet État se serve le plus possible dans leurs poches, il faut que cette famille soit la plus dépendante possible de celui-ci. Et pour que cette famille soit dépendante, il faut que les membres qui la composent soient le plus détruits possible. Et ainsi qu'ils voient ceux qui sont pourtant responsables de leurs problèmes comme étant la seule alternative possible pour pouvoir améliorer leur situation. Et pour que ce scénario se produise, il faut mettre en place ce qu'on pourrait appeler une arme de destruction familiale massive. Et c'est ainsi que le féminisme fut né. Aaron, what do you think women's liberation was about? I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote. And he started to laugh. He said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded Women's Lib. And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. And you want to know why? He said, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. Alors, taxer les femmes et amener les enfants à être éduqués le plus possible par l'école et non par leurs parents, c'est déjà clairement pas mal. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire pire. Il faut faire en sorte que les femmes quittent le plus possible leur conjoint. Pour cela, il faut, via ce féminisme, promouvoir aussi la libération sexuelle des femmes. Il faut leur faire croire que leurs désirs étaient contrôlés par le méchant patriarcat, mais que grâce à ce féminisme, elles allaient enfin pouvoir s'en émanciper et reprendre le contrôle sur leur corps. Alors qu'en réalité, toutes les études montrent que plus une femme a de partenaires sexuels, plus elle aura tendance à divorcer et à être malheureuse. Les femmes qui ont plus de 20 partenaires ont 57% de chances de finir mère au foyer seule. Lorsque vous n'avez eu aucun partenaire avant le mariage, vous avez plus de 80% de chances d'avoir un mariage stable. Le nombre de partenaires est inversement corrélé avec le bonheur. Il y a aussi une corrélation très intéressante avec la dépression. Celles qui ont eu plus de 20 partenaires ont un taux de dépression qui peut être 3 fois supérieur à celles qui ont eu aucun partenaire. Il faut aussi complètement pervertir le corps de la femme. Il faut leur faire rentrer dans le crâne qu'avoir un corps pour transmettre la vie, c'est ringard. Mais par contre, avoir un corps pour le monétiser, ça c'est cool, ça c'est stylé. Ah, t'es enceinte? Oui. C'est marrant, je croyais que t'étais féministe. Et vous avez déjà entendu une féministe remettre en question la pornographie? Non? Jamais? Il ne faut surtout pas que les femmes aient la liberté de choisir ce qu'elles veulent faire dans la vie. Il faut leur infliger une pression sociale et valoriser toutes celles qui s'émancipent en acceptant de se faire taxer et ringardiser toutes celles qui veulent conserver des valeurs traditionnelles. Cela a pour conséquence directe de pouvoir à la fois augmenter la productivité et à la fois de pouvoir baisser graduellement les salaires, permettant ainsi de pouvoir appauvrir la population le plus possible. Les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent pour eux et les ultra-riches font travailler les pauvres pour eux. The feminism has led to dual-income households being the standard for most people because it caused women to flood the workforce in equal numbers as men. This has resulted in women being in a situation where they simply can't spend their time and their lives raising their own children because they're socially required to pursue careers. Il faut attiser le plus possible de conflits au sein d'un couple. Et pour ça, la liste est vraiment longue. Il faut que les femmes surévaluent leur contribution dans un couple et que les femmes sous-évaluent la contribution de leur partenaire dans un couple. Il faut que les femmes se sentent toujours légitimes à être en colère.
Il faut enseigner aux filles dès le plus jeune âge qu'il est normal qu'elles aient toute une liste d'exigences irraisonnables envers leur partenaire, mais qu'elles ne doivent en aucun cas faire la moindre concession pour leur partenaire. Il faut que les femmes soient les plus insatisfaites possibles. Il ne faut surtout pas que les femmes aient conscience que l'entièreté des infrastructures dans lesquelles elles vivent et qui leur confèrent confort et sécurité ont été conçues et bâties par des hommes qui ont été programmés par la vie à le faire. Il ne faut en aucun cas que les femmes ressentent la moindre gratitude envers les hommes ou leurs maris, etc., etc. La plus grosse illusion du féminisme, c'est de croire qu'on peut tout décider et tout avoir. Tout ce travail de bourrage de crâne pour que les femmes voient les hommes de façon la plus négative possible, il faut le sublimer pour pousser les femmes à quitter leur conjoint le plus possible. Donc pour cela, il faut que les femmes aient tous les privilèges possibles lors d'un divorce, que ce soit financier ou pour la garde des enfants, pour que ces femmes soient le plus tentées possible à se séparer et ainsi à détruire leur propre famille. Et cette propagande a très bien fonctionné, puisque depuis que ce féminisme a émergé, le taux de divorce a complètement explosé, que ce soit en France ou dans tous les pays occidentaux. Men and boys started falling behind when government began subsidizing single mothers. They tear the family apart by giving the money to mothers when fathers are absent and not giving money to mothers when fathers are present. That policy, part of the welfare system created in the 60s, helped lead to more households without fathers. Sauf que là, on est face à un gros problème. C'est que toutes ces femmes vont bien finir par se rendre compte que via ce féminisme, elles sont manipulées et orientées à prendre des décisions qui les rendent misérables et malheureuses. Et ça, il ne faut surtout pas que ça se produise. Ah non! Donc pour éviter ce scénario, il faut les manipuler d'une façon bien précise. Il faut les manipuler à leur faire croire qu'elles ont toujours été des victimes. Pourquoi? Parce que se victimiser, c'est à la fois se donner la possibilité de justifier ses mauvaises actions et à la fois se conforter dans son malheur. Donc il faut leur donner cette possibilité-là le plus possible. Mais attention, il faut faire ça bien. Il ne faut surtout pas se contenter de mettre en avant les souffrances réelles des femmes comme j'essaye de le faire dans cette vidéo. Ah non, surtout pas. Il faut créer des oppressions fictives pour que les femmes aient les yeux détournés du véritable problème et qu'elles gaspillent leur énergie à se plaindre pour des oppressions fictives. L'exemple le plus flagrant est de dire que les femmes ont un salaire plus petit que les hommes à poste égal, alors qu'il suffit de poser 2 questions pour se rendre compte de l'absurdité de cette oppression fictive. Inégalité salariale entre hommes et femmes, mythe ou réalité? Pour moi, c'est une réalité, je trouve. C'est une réalité. Ah, c'est une réalité, oui. Réalité. La réalité. Hein. Réalité. Si les entreprises payent 20% de moins les femmes pour le même travail que les hommes, pourquoi ils embauchent des hommes? Ah oui, c'est une bonne question. C'est une belle question, ça, pertinente. Je me plains des inégalités salariales et au final, j'ai même pas de réponse. Tu répètes ce que tu as appris. Il ne faut surtout pas qu'elles voient cette minorité d'ultra-riches comme étant leur oppresseur. Mais il faut qu'elles voient les hommes de façon générale comme étant leur oppresseur. Donc pour cela, des oppressions fictives, il faut en créer le plus possible. Et c'est comme ça qu'on a le droit à toutes ces absurdités que sont le manspreading, le mansplaining, la féminisation des mots, etc., etc. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment s'appelle ce micro? Eh bien, ce micro, ça a tout un sens, ça s'appelle un micro cravate. Donc, c'est peut-être que c'était un micro qui était fait par les hommes, parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de femmes qui portent des cravates. Donc, les micros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sexiste. Et surtout, il faut que les femmes soient convaincues corps et âme que pendant toute l'histoire de la civilisation, elles étaient oppressées par les méchants hommes. Alors, je ne vais pas détailler cet aspect-là parce que c'est long et que je l'ai déjà fait dans la moitié de cette vidéo, mais pour le faire très très simple, comprenez bien que le niveau de confort et de sécurité dans le passé était bien plus bas qu'il ne l'est actuellement. Donc les humains, comme tous les animaux, s'organisaient du mieux qu'ils pouvaient pour faire survivre l'espèce. Donc juger notre façon de s'organiser dans le passé avec nos représentations morales actuelles est complètement ridicule, et cela ne peut que amener à une guerre des sexes absolument inutile. Throughout history have fundamentally cooperated to push back against the absolute catastrophe of existence and to look backwards in time and say, well, basically what happened was men took the upper hand and persecuted women in this tyrannical patriarchy. It's absolutely dreadful misreading of history. It's a terrible thing to teach young women and it's a horrible thing to inflict upon men. Sauf que là, on est face à un véritable problème. Parce que dans cette vidéo que j'ai fait juste avant,
J'explique à un moment que les femmes sont irresponsables vis-à-vis de leur force d'agression dont j'ai parlé en deuxième partie. Alors, exactement, dans cette vidéo, je dis juste que les femmes sont irresponsables. Mais c'est une appréciation de ma part qu'on m'a fait remarquer, donc je me corrige maintenant. Bien évidemment que les femmes ne sont pas irresponsables de façon générale, mais elles sont irresponsables vis-à-vis de leur force d'agression. Et j'explique aussi que la vie a voulu ça pour éviter que les femmes se sentent mal, que leur force d'agression les amène à avoir des comportements négatifs. Et donc je disais que le très gros problème, c'est que quand vous lavez le cerveau avec de la propagande féministe à une femme inconsciente de son irresponsabilité vis-à-vis de sa force d'agression, eh bien au lieu que sa force d'agression soit naturellement bien dosée pour qu'elle ait un rôle d'optimisatrice, sa force d'agression va être artificiellement suramplifiée et cela va l'amener à avoir un rôle de destructrice dont elle ne prendra pas la responsabilité. Mais si en plus vous lui rentrez dans le crâne que c'est une éternelle victime, mais alors là, ça vous crée toute une génération de femmes complètement narcissiques, complètement déréglées dans leur féminité, complètement incapables de remarquer tout ce qu'il y a de mauvais dans leur comportement et qui vont continuellement projeter toute la liste de leurs défauts sur les hommes, rendant ainsi toutes ces femmes complètement inaptes à avoir une relation saine et durable avec un homme. We've created a generation of narcissistic women. The rise of feminism has taught women that they are not to blame for any poor choices. Every poor choice is glamorized, and every internal reflection is seen as gaslighting yourself. They are trained to not reflect on themselves because we've been told we've been oppressed for so many years. Now it's time to make sure we project. And so we don't take any accountability. And as a result, when we get into relationships, if we don't feel completely soothed all the time, he must be a narcissist. He must be a manipulator. He must be gaslighting. He, rather than I. So many women talk about narcissism, but the society today is just catering to narcissistic women. Là où, sans ce féminisme, les femmes étaient des choses attachantes qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer et qui rendent les hommes meilleurs, eh bien à cause de ce féminisme, les femmes sont en train de devenir des êtres de plus en plus difficilement aimables que les hommes cherchent à fuir de plus en plus. By 2030 or something, 50% of women will be without a man because the men that are looking for those traditional values are starting to go overseas, and then the other half of the men are just checking out completely. They don't want to deal with women at all. Et normalement, dans cette situation, pour remettre les choses dans l'ordre, il faudrait que les hommes développent une masculinité excessive pour faire face à la force d'agression excessive des femmes. Mais ça, il ne faut surtout pas que ça se produise. Ah non! Il faut donc briser les hommes le plus possible dans leur masculinité pour que la destruction soit la plus totale possible. Et oui! Pourquoi se contenter de détruire un seul sexe alors qu'on pourrait détruire les deux? Donc pour cela, il faut que les hommes aient honte de leur masculinité et la considèrent comme étant toxique. Et aussi, il faut qu'ils soient guidés vers le chemin de la repentance en acceptant d'être déconstruits par ce féminisme évangélique. Les hommes ont aussi à gagner du féminisme. Bien sûr, ils auraient gagné à déconstruire, pas forcément se déconstruire eux, mais déjà à commencer par déconstruire le mythe de la virilité dans lequel ils baignent. Il faut que tous les hommes qui se féminisent soient valorisés. Et il faut que tous les hommes ayant des comportements masculins soient regardisés. Avec le risque de rendre accro. Oh là là, j'ai l'impression de revenir en arrière en écoutant ce reportage. Une dépendance excessive au sport. Pourquoi il faut toujours tirer ça vers le négatif? Qui pour les médecins peut menacer la santé des plus jeunes. Du coup, qu'est-ce qui est mieux? Qu'ils restent dans leur lit à scroller TikTok toute la journée en mangeant du Nutella? Il faut que le taux de testostérone soit le plus bas possible. Et si ce manque de masculinité a pour conséquence directe d'augmenter la délinquance dans le pays, c'est absolument parfait. Cela donnera aux féministes une raison supplémentaire de se plaindre dans un schéma du serpent qui se mord la queue. Il faut que le sexisme envers les hommes soit tellement banalisé qu'il ne soit même plus nommé comme tel. Dans votre vie de tous les jours ou sur les réseaux, observez que quand une femme dit du mal d'un homme, elle sera très facilement glorifiée, mais que quand un homme dit exactement la même chose, il se fera très facilement incendier. Et vous verrez que ce sexisme non nommé est vraiment flagrant. If a girl wants a guy who's older, it's a preference. If a guy wants a girl who's younger, it's creepy and immature. If a girl wants a guy who can take charge, it's a preference. If a guy wants a girl who will submit to his lead, he's, you guessed it, misogynistic. If a girl sets a boundary, it's empowering. If a guy sets a boundary, it's controlling. Women have preferences, men have something wrong with them. This isn't a double standard, it's just illogical. So why does anyone accept this? Il faut se servir de ce sexisme banalisé pour que les maris et les pères n'aient absolument aucun moyen de se défendre lors d'un conflit, ou lors d'une séparation que les maris ne veulent pas et n'initient pas. Et comme nous avons vu en début de vidéo à quel point le rôle du père est important pour le développement d'un enfant, eh bien lorsque le divorce a été atteint, il faut que les enfants voient leur père le moins possible pour que ces enfants soient le plus détruits possible. Donc pour cela, il faut que le tribunal soit complètement corrompu,
et que tous ces professionnels de la loi que sont les juges aux affaires familiales soient complètement biaisés par ce féminisme et trouvent normal de donner la garde des enfants presque exclusivement aux mères. Family court is one of the critical places where fathers are disadvantaged, and this hurts kids. Every bit of data we have tells us children need their fathers. The law, its application, and society at large disfavor fathers. Between 1960 and 2016, the percentage of children growing up with just mothers nearly tripled. How is this not kidnapping? Mais là, on ne serait pas face à un gros problème? Les femmes vont bien finir par se rendre compte qu'il y a en cours une destruction des hommes et des pères qui est absolument horrible. Mais bien sûr que non! Les femmes ont été tellement conditionnées à se positionner en victime et à ressentir de la haine envers les hommes que si un groupe d'hommes met en avant un problème d'hommes qui ne bénéficie à personne, elles bloqueront la capacité de s'exprimer à ces méchants hommes oppresseurs. I believe if we want to honestly discuss gender equality, we need to invite all voices to the table. Yet this is not what is happening. Men's groups are continually vilified, falsely referred to as hate groups, and their voices are systematically silenced. Et au final, c'est que là où depuis que ce féminisme a émergé, le taux de suicide chez les femmes a stagné, le taux de suicide des hommes, lui par contre, a complètement explosé. Si bien que dans les pays occidentaux, le taux de suicide est de 3 à 4 fois supérieur à celui des femmes. Ce seul graphique, même sans aucune explication, suffit pour pointer du doigt toute l'horreur de cette idéologie. Ces féministes manipulés ont du sang sur les mains. Bravo! 50% of men who kill themselves have no history or evidence of mental illness. See, mental illness means a pathology of the mind, which means that the mind is malfunctioning. Most of the suicidal men that I work with, their mind isn't malfunctioning. They genuinely have a life that is no longer worth living. They're looking at things and objectively realizing that there's no way out of the situation. So they turn to suicide. So men are struggling right now, and the rest of the world says, no, you're not. You're privileged. You're a man. There's a patriarchy. Alors, je viens de vous faire une liste de conséquences négatives du féminisme sur les hommes et les femmes. Mais si je l'avais voulu, j'aurais pu rajouter tellement plus d'éléments sur cette liste. Ce féminisme produit des femmes destructrices et émascule les hommes. Mais surtout, il détruit les familles en produisant des couples malheureux qui se brisent, et engendrant ainsi des enfants qui seront défavorisés dans leur développement. Et c'est exactement ce qui est voulu. Il y a aussi un pourcentage non négligeable d'hommes qui ne vont pas forcément passer par l'analyse et la retranscription de ce que je viens de faire, mais qui observent très bien que le marché des rencontres et le fait d'être marié est complètement en leur défaveur, et qui préfèrent se résigner à ne pas fonder de famille. Et ceci, parmi bien d'autres facteurs, participe à la chute des naissances. Et c'est parfait, puisque la dépopulation est aussi exactement ce qui est voulu. The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les rapports hommes-femmes ont été aussi sabotés qu'ils ne le sont actuellement. Si ce féminisme idéologique avait réellement été une bonne chose, alors cela voudrait dire que la vie, malgré ces milliards d'années d'expérience et de recherche d'optimisation, aurait fait une erreur pendant tout ce temps dans les rapports hommes-femmes. Mais que grâce à ce féminisme présomptueux, cette erreur allait enfin être corrigée. Mais au final, on voit bien que c'est l'inverse qui s'est produit. C'est depuis que ce féminisme est apparu que les rapports hommes-femmes se sont complètement détériorés, jusqu'au point de rendre normale la séparation de deux parents, chose qui n'est censée arriver que très peu naturellement. Même si vous n'êtes pas convaincu par ma vidéo, alors que tout ce que je vous ai dit en première et troisième partie, ce n'est que du factuel, cette simple observation que je viens de vous énoncer est censée vous mettre la puce à l'oreille. La question que je pose aussi aux gens qui nous écoutent, c'est ont-ils l'impression que les rapports entre les hommes et les femmes se sont améliorés depuis 50 ou 60 ans? Mais malheureusement, nous vivons à une époque où les femmes sont convaincues d'être victimes des hommes et du patriarcat, alors qu'en fait, le gros problème est que toutes ces femmes endoctrinées n'ont pas conscience qu'elles sont en réalité victimes de leur crédulité et du féminisme. Toutes ces personnes féministes qui sont convaincues d'agir pour le bien en se rangeant du côté de la majorité et de l'idéologie dominante ne se rendent pas compte qu'elles sont en réalité manipulées à s'autodétruire par une bande de psychopathes. Au final, pour répondre à la question de ma vidéo, le meilleur moyen pour sauver les enfants du féminisme, ce n'est pas que les hommes obtiennent la garde des enfants lors d'une séparation, comme je l'ai dit en tout début de vidéo. Même si, statistiquement,
on a vu qu'il est préférable pour un enfant d'être élevé par un père célibataire plutôt que par une mère célibataire. Le meilleur moyen de sauver les enfants du féminisme, c'est que les familles cessent d'être brisées par ce féminisme. Que les couples comprennent la perversion de cette idéologie et la rejettent. Et que les hommes et les femmes, dans leur complémentarité et dans leur beauté respective, puissent élever ensemble leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. Et ainsi faire d'eux des adultes solides et indépendants qui, à leur tour, élèveront des enfants solides et indépendants. La vie, de par ces milliards d'années d'expérience, est bien faite. Et j'ai l'espoir et la compréhension que toutes ces personnalités dont la richesse outrancière leur a permis d'avoir un pouvoir beaucoup trop grand et qui recherchent à avoir un contrôle total sur une population qu'elles méprisent, ne soient en réalité que la force d'agression requise pour permettre à une humanité actuellement endormie de connaître dans le futur une optimisation de leurs droits et dans leur liberté qu'elle n'avait encore jamais connue auparavant. Mais pour cela, il va falloir être patient. Et j'ai l'impression que ce ne sera pas pour notre génération. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète agissant contre les grands intérêts des États-Unis et ils représentent ma famille et moi comme des internationalistes. Ils vont jusqu'à prétendre que nous conspirons avec d'autres capitalistes dans le monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde si vous voulez. Si c'est ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle fut longue, j'ai hésité à la faire en 2 parties, mais j'avais envie de clôturer ce cycle de vidéos où je parlais de relations hommes-femmes pour me remettre à parler d'autres sujets. Au passage, ma dernière vidéo a tellement bien fonctionné que j'ai remarqué que YouTube m'a déshadowban alors que je m'étais fait shadowban alors que je n'avais que 300 abonnés. Donc merci à toutes les personnes qui ont permis à cette vidéo de fonctionner aussi bien. Si vous aimez ce type de vidéo que vous venez de voir, vous savez ce que vous pouvez faire. Et si vous voulez valoriser mon travail ou si vous pensez que cette vidéo pourrait avoir un effet positif sur une personne que vous connaissez, eh bien n'hésitez pas à la partager. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à je ne sais pas trop quand pour une prochaine vidéo. Ciao!